Donc, La Camera Obscura, c'est un texte qui a été publié dans la revue Etherval. Etherval, c'est une revue que vous pouvez trouver sur internet et en format papier, qui fait des appels à texte régulièrement et qui illustre, met en page, réunit les textes qui sont sélectionnés suite à ces appels à texte. C'est une revue payante et vous pouvez vous abonner. Et vous trouverez, quand vous vous abonnez, les ressources vidéo et audio pour certains textes, ainsi que les ressources, bien sûr, visuelles. Voilà. Donc c'est assez riche. Je suis assez contente je suis très contente de participer avec eux. Et puis, on se lance. C'est parti. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, La Camera Obscura. C'est un dimanche de novembre, alors qu'il longeait un pré pendant sa promenade digestive, que Nicéphore Niepce eut l'idée qui allait bouleverser son existence. Son frère Claude était déjà parti depuis plus de 3 mois à Londres avec l'ambition de vendre leur dernière trouvaille, un moteur basé sur le principe de la combustion interne des gaz qu'ils avaient baptisé le pyélophore. Tandis qu'il marchait sur le talus herbeux en évitant les flaques de boue, Nicéphore songeait avec mélancolie à tous les espoirs qu'ils avaient nourris à l'époque. Lorsque l'empereur Napoléon en personne leur avait accordé un brevet pour cette invention, qualifiée de prouesse technique sans précédent par divers spécialistes, à aucun moment ils n'auraient imaginé que leur pyélophore allait finir au fond d'un hangar, à rouiller doucement sans que personne ne manifestât la moindre intention d'en exploiter le formidable potentiel mécanique. Des 2 frères, Claude était sans doute le plus amer. Lui qui rêvait de cité de cuivre, de fonte, de mouvement, de vitesse, il reprochait à son cadet son manque de sens pratique. Or, Nicéphore n'aspirait qu'au calme de leur campagne bourguignonne, environnement paisible, familier, propice à la fois à la rêverie et à la concentration. Pour autant, l'absence de Claude se faisait ressentir au domaine familial de Saint-Loup de Varennes. La grande demeure héritée de leur père paraissait bien vide, à présent qu'on n'entendait plus ses éclats de voix et son pas empressé au détour des couloirs. Madame Nicéphore Niepce, fort occupée avec le mariage de leur fils Isidore et par les devoirs de l'intendance, n'était pas non plus des plus dissertes. Aussi, et bien qu'il continuât à échanger une correspondance nourrie avec son frère, Nicéphore connaissait-il des moments de solitude et de doute, qui confinaient parfois au désespoir. Il libérait alors son acrimonie dans de longues lettres adressées à son frère, dressant avec lui un plaidoyer impitoyable contre l'injustice qui les frappait, tel un inévitable saut de malheur. Tel était plus ou moins son état d'esprit, ce fameux dimanche de novembre. Une certaine ironie teintait néanmoins ses réflexions. À défaut de récolter les fruits de ses travaux, se disait-il, les contingences de ce monde lui seraient plus supportables si elles étaient filtrées par des sortes de lentilles à bonheur. Sur le moment, l'idée lui parut si farfelue qu'il l'écarta sans s'y arrêter. Ce n'est que quelques jours plus tard, lorsqu'il longeait ce même pré où paissaient placidement quelques vaches, qu'elle lui revint soudainement en mémoire. Ces lentilles, s'amusa-t-il, auraient pour caractéristique première de gommer le lait, pour ne laisser voir que le pot. D'un point de vue physique, cela ne devrait pas être irréalisable si l'on considérait que la beauté relevait de principes géométriques établis, tels que la loi des proportions et de la symétrie. Mais cela suffirait-il à adoucir les erreurs de la vie? « Mais certainement, cher monsieur !» s'entendit-il répondre. Nicéphore en fut si surpris qu'il buta contre une motte de terre et serait tombé s'il ne s'était rattrapé de justesse à l'un des piquets qui délimitaient le pré. Ce faisant, il se retrouva nez à nez avec une charolaise, laquelle lui rendit son regard avec le même étonnement dans ses yeux bruns et humides. Honteux de s'être laissé berner de la sorte parce qu'il ne devait être qu'une fabulation de son esprit livré à trop de solitude, Nicéphore se remit sur pied. « Si vous voulez bien m'excuser, » entendit-il alors à nouveau. Et comme il ne réagissait pas, « Monsieur, si je puis me permettre ?» Dans sa confusion, Nicéphore eut la présence d'esprit de vérifier la pointe de ses bottines. Il crut rêver lorsqu'il vit l'aberration qui siégeait là. Juste sous son nez, à califourchon sur la coquille d'un énorme escargot, un petit homme,
au teint Rubicon, vêtu d'une redingote, tout ce qu'il y avait de plus civilisé, le prenait à partie. « Monsieur, protesta l'extraordinaire apparition d'un air outré, vous avez sous votre semelle quelque chose qui m'appartient. » Nicéphore souleva sa chaussure crottée et aperçut, à moitié enfoncé dans la terre, un éclat jaune. Tout en se confondant en excuses, il attrapa l'objet dans l'intention première de le nettoyer avant de le rendre à son propriétaire. Il découvrit alors qu'il s'agissait d'un minuscule monocle cerclé d'or. « Vous vous demandez donc à quoi cela peut bien servir, je suppute, dit le curieux personnage. « Eh bien, voyez par vous-même, essayez-le. » À peine eut-il prononcé ces quelques mots que l'accessoire lilliputien se dilata entre les doigts de Nicéphore jusqu'à gagner une dimension respectable, parfaitement adaptée à son propre visage. La curiosité l'emportant sur toute autre considération, il ajusta la lentille sur son œil droit et ferma le gauche. Durant quelques brèves secondes, la campagne familière qui l'environnait se brouilla, comme si elle eût été masquée par un nuage de vapeur. Puis les choses reprirent leur aspect habituel. Ou presque, constata-t-il, car devant lui se tenait l'homme à la redingote, agrandi jusqu'à une taille on ne peut plus honorable, quoiqu'il fût toujours juché sur son escargot, qu'il chevauchait comme s'il se fût agi d'un poney, bride au poing. « Basile Dupré, pour vous servir !» se présenta l'étrange individu en soulevant son haut de forme de sa main libre. Nicéphore s'empêtra dans ses salutations, troublé par les absurdes moustaches en spirale qui ornaient le visage du dénommé Basile Dupré. « Si vous permettez, je serais très honoré de philosopher avec vous au sujet de votre projet scientifique, » lui dit ce dernier. « Ce serait un plaisir partagé, » bredouilla Nicéphore, et il ne voyait pas très bien où son interlocuteur voulait en venir. « Pour l'heure, une obligation urgente m'appelle, mais je vous ferai parvenir une invitation, très prochainement. » Cela étant dit, Basile Dupré s'éloigna dignement, sur son escargot, en direction des bois. Les jours qui suivirent cette rencontre, Nicéphore souffrit d'une fièvre tenace que Madame Nips soigna à coups de cataplasme au chou et à l'oignon. Lorsqu'enfin il en émergea, la première chose qu'il fit fut de vérifier si le monocle qu'il avait posé sur son bureau en rentrant s'y trouvait toujours. La partie raisonnable de son esprit lui soufflait qu'il ne pouvait s'agir que d'un mirage ayant revêtu les apparences de la vérité sous l'influence délétère de son état fébrile. Tandis que l'autre partie, tout aussi insistante, lui répétait que ce Basile Dupré n'était peut-être pas aussi chimérique que sa raison lui souhaitait. Et, de fait, le monocle était posé exactement là où il pensait le trouver. Très intrigué par cette expérience qui défiait l'entendement, Nicéphore se prit à espérer ardemment l'invitation promise par le surprenant bonhomme. Mais le mois de novembre passa, puis décembre, puis janvier, sans que Basile Dupré ne se présentât. En attendant, l'objet que ce dernier lui avait laissé en gage révéla d'étonnantes propriétés. Nicéphore découvrit par exemple qu'il lui suffisait de porter cette lentille miraculeuse pour que sa mélancolie chronique s'évanouisse dans un nuage de fumée. Madame Niepce fut la première à bénéficier de cet effet d'optique inédit. Son taciturne époux la dévora de nouveau des yeux, à croire qu'elle fût redevenue la jouvencelle qu'elle avait été au premier temps de leur mariage. Les lettres emplies d'amertume de Claude se transformèrent en missives débordant d'enthousiasme. Certes, son frère aîné regrettait que leur Piélophore n'ait pu trouver acquéreur, mais dans l'impitoyable course au brevet que se livraient les ingénieurs de tout poil, un autre type de machine, à combustion externe et utilisant la vapeur d'eau, suscitait l'engouement. En conséquence de quoi, les perspectives inouïes s'ouvraient dans une société en plein essor, et le jour viendrait nécessairement où leur Piélophore trouverait sa place dans ce paysage industriel en pleine mutation. N'était-ce pas formidable ? Ceci entraînant cela, les recherches de Nicéphore prirent, dès le printemps suivant, une nouvelle orientation. Il devait bien exister une explication physique à l'influence merveilleuse de ce mystérieux monocle. Un beau matin d'avril, alors qu'il procédait à diverses expériences dans son atelier, un garçon de ferme lui apporta un colis soigneusement empaqueté dans une double épaisseur de feutre. Le garçon lui assura avoir été envoyé par un certain Basile Dupré. À ce nom, le cœur de Nicéphore se mit à battre plus fort, car il faut bien l'avouer, malgré tous ses efforts, la lentille refusait de livrer ses secrets. Après avoir congédié le messager, il s'enferma à double tour dans son bureau
et déballa le colis, convaincu d'y trouver un objet des plus rares et inattendus. Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il découvrit son contenu. Une simple boîte en bois verni, scellée de tous les côtés sauf un, garnie d'un orifice du côté opposé à la face amovible. En somme, une caméra obscura, semblable en tout point à celles utilisées par les peintres et autres amateurs de croquis. Ce premier sentiment fut cependant vite remplacé par l'excitation lorsqu'il réalisa que le diamètre de l'orifice en question correspondait très exactement à celui de la lentille qu'il portait désormais en permanence sur lui, retenue par une chaînette en or. Supposant qu'il avait affaire à une sorte de jeu de piste scientifique dont Basile Dupré lui aurait livré les clés une à une, Nicéphore colla son œil droit, et donc son monocle, contre l'ouverture. Il crut avoir la berlue lorsqu'il vit son contenu. À l'intérieur de la boîte se tenait le petit homme en redingote, assis en tailleur sur un coussin rouge moucheté de blanc, avec ce qui ressemblait à une élégante poire à lavement dans la main. Dès que Basile Dupré la pressa entre ses petits doigts boudinés, Nicéphore se sentit aspirer comme en un siphon qui se vide, d'abord son œil, puis son visage, avec un léger bruit d'os brisé quand son nez se coinça contre les bords de l'ouverture, puis son épaule droite, son torse, et enfin tout le reste de son corps. Le passage, fort heureusement, fut totalement indolore. Une fois dedans, Nicéphore se détire-bouchonna à la manière d'un torchon essoré que l'on remet à plat. Il réalisa alors qu'il avait perdu son monocle dans la bataille. « Soyez sans crainte, il ne bougera pas », le rassura Basile Dupré. Persuadé qu'il était victime d'une confusion passagère des sens, Nicéphore se frotta les paupières, espérant que ce geste enfantin suffirait à ramener un peu de décence dans ce désordre. Peine perdue. « Allons, allons », le consola Basile Dupré. « Ne soyez pas si chagrin. » Et il l'invita à s'asseoir auprès de lui. Nicéphore constata que ce qu'il avait pris pour un coussin était en réalité le chapeau d'une amanite tumouche, dont son hôte, présentement, était en train de découper délicatement un morceau avec un petit couteau en argent. « Le plus délicat, affirma le drôle de bonhomme, c'est d'éviter les parties blanches, les rétines, comme on les appelle chez nous. Tenez, vous voulez goûter ?» Nicéphore déclina poliment. « C'est bien regrettable, fit remarquer Basile Dupré. Chez nous, l'amanite est une véritable friandise, un mets de choix. Nous en extrayons d'ailleurs des principes actifs qui rentrent dans la composition de divers matériaux. Par exemple, le verre utilisé pour nos lentilles. » Oubliant instantanément l'étrangeté de la situation, Nicéphore prit place auprès de son hôte. Tout en grignotant sa friandise, Basile Dupré lui expliqua qu'il avait entendu, fort opportunément, le souhait émis par Nicéphore de posséder une lentille à bonne heure, ce lointain dimanche de novembre. « Vous aviez l'air si désemparé, cher monsieur, que je n'ai pu résister à l'envie de vous aider. »« J'apprécie beaucoup votre sollicitude, » murmura Nicéphore. Il n'osa pas lui avouer que ce souhait relevait plus de la fantaisie que de la rigueur scientifique. De plus, quelles que fussent ses intentions à l'époque, il redoutait à présent le moment où il aurait à restituer le monocle. « Ces lentilles sont des raretés, même pour nous. » Nicéphore se demandait en aparté ce qui pouvait bien être ce « nous » auquel Basile Dupré se référait depuis le début de leur conversation. Mais il se garda bien d'interrompre son interlocuteur par crainte de l'offenser. « Je vous avoue que sans cet accessoire, la mélancolie ambiante déteint furieusement sur mon humeur. Mais il serait très discourtois de ma part d'exiger que vous me le remettiez, n'est-ce pas ?»« Cet objet est le vôtre, cher monsieur, » protesta Nicéphore, à contre-cœur. Une étincelle malicieuse passa dans les petits yeux noirs de Basile Dupré et ses moustaches en spirale frémillent. Nicéphore, tout à son embarras, n'y vit que du feu. « Non, vraiment, ce serait de la plus extrême impolitesse, » s'écria le bonhomme. « Mais si j'osais... » »« Quoi donc ? » ?»« Eh bien, il est vrai que vous possédez vous-même un talent rare qui pourrait peut-être m'apporter une aide précieuse dans une affaire délicate. »« Je serais très flatté de pouvoir me rendre utile, » s'enflamma Nicéphore. Basile Dupré lui expliqua alors de quoi il retournait. Pour faire court, et afin de respecter certaines clauses de confidentialité, disons que je suis assujetti à des règles, parmi lesquelles celle interdisant toute innovation technologique susceptible de briser l'équilibre des forces qui gouvernent mon royaume. Mais de quel royaume parlez-vous ? Ne put s'empêcher de questionner Nicéphore. Basile posa un doigt potelé sur ses lèvres et prit un air de conspirateur.
Chut, il m'est tout aussi interdit de prononcer son nom. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que contrairement à vous, nous ne sommes pas libres de jouer avec les lois de la matière et de la physique. Seules certaines orientations nous sont permises. Or, je sais, moi, qu'il existe un monde inexploré de possibilités au-delà des limites que nous nous sommes imposées. Rien que d'y penser, je ne dors plus sur mes deux oreilles. Voilà qui est fâcheux, compatit Nicéphore. Quoi de plus frustrant, en effet, pour un homme de science que de ne pouvoir expérimenter les hypothèses qui se bousculent dans son cerveau pour en vérifier les tenants et aboutissants. N'est-ce pas? J'étais persuadée que vous me comprendriez. Ce qui m'amène au point qui nous intéresse. J'aurais besoin de votre aide pour concrétiser une certaine inspiration qui me trotte dans l'esprit. Quelle est-elle? Basile Dupré répondit de but en blanc. Une machine capable de fixer les souvenirs. Nicéphore le considéra avec des yeux aussi ronds que des boutons de manchette. C'est absurde, ne put-il s'empêcher de juger, malgré toute sa bonne éducation. Pas tant que cela, cher ami, si l'on considère que le temps est fait de la matière même dont sont tissées nos émotions. Une émotion n'est-elle pas un événement tangible? Nicéphore ne trouva aucun argument à lui opposer. Les souvenirs, expliqua Basile Dupré, ne sont pas des objets évanescents que nous croyons. N'avez-vous jamais expérimenté la ressurgissance d'une impression ancienne, alors que vous vaquiez à une toute autre affaire? N'avez-vous jamais observé que ces événements d'essence insaisissable étaient pourtant toujours déclenchés par un phénomène externe, quantifiable, tel qu'une odeur, une musique, ou encore une vision? C'est exact, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Mon raisonnement est le suivant. En capturant et en fixant des manifestations physiques à l'origine de nos souvenirs, nous devrions être à même de nous extraire du cours du temps. Nicéphore réfléchit et parvint à la conclusion que, malgré son caractère tortueux, cette thèse contenait indubitablement une part de bon sens. Il s'agirait donc de fournir en quelque sorte un support visuel à notre mémoire, demanda-t-il. En quelque sorte, oui. Mais comment faire? C'est là que le bas blesse, car il m'est strictement interdit de procéder aux essais nécessaires pour valider ma théorie. Mais j'ai un certain nombre de pistes à vous proposer, parmi lesquelles celle-ci. Basile Dupré se laissa glisser au bas de son siège improvisé, se dirigea vers l'ouverture de la boîte où le monocle était resté coincé. Tirant sur la chaîne en or, il fit sauter la lentille comme un bouchon, ce qui eut pour effet de réduire l'orifice à la taille d'une tête d'épingle et de plonger l'intérieur dans le noir. Nicéphore connut un début de panique. Au bout d'un certain temps, néanmoins, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, et il put constater qu'un fin rayon lumineux jaillissait du trou percé dans la paroi antérieure de leur chambre. Ce rayon allait s'élargissant, formant un cône qui venait buter contre la face opposée. La voix de Basile Dupré résonna tout près de son oreille. « Vous voyez ce que je vois ?» Nicéphore acquiesça. Sur la face de bois clair apparaissaient les contours très reconnaissables de la fenêtre contre laquelle était adossé son bureau, avec par-delà le cadre les toits en pente inversés de la tourelle sud du manoir familial. « Époustouflant, n'est-ce pas ?» souffla Basile Dupré dans le noir. Nicéphore ne s'étonna guère. Ce sont là les effets bien établis d'une caméra obscura. Certes, je vous le concède, mais écoutez-moi bien, car je ne peux m'attarder plus longtemps. Je vous propose un marché. Si vous réussissez à fixer directement l'image ainsi produite grâce à quelques procédés en votre invention, je vous offrirai en échange ma lentille du bonheur. Qu'en dites-vous? Vous voulez dire sans passer par l'artifice du dessin? Tout à fait. Une sorte d'impression par la lumière, si vous préférez. N'ayant pas d'autre option, Nicéphore accepta. À peine eut-il donné sa parole qu'il se sentit à nouveau aspiré comme il l'avait été auparavant, mais cette fois vers l'extérieur. Il se retrouva assis à son bureau, face au coffret en bois et sans le monocle. Madame Niepce choisit ce moment pour toquer à sa porte. Nicéphore rajusta ses manchettes, inspira un grand coup et alla ouvrir. « Votre verveine, mon cher », lui annonça son épouse, aussi austère et ponctuelle qu'une horloge. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Plus taciturne que jamais, Nicéphore se consacrait désormais à l'étude de ce qu'il avait nommé l'héliographie.
Capter et figer l'image projetée dans sa caméra obscura était devenu le défi de sa vie. En mai l'année suivante, il réalisa une vue inversée d'un paysage en utilisant des feuilles de papier enduites de sel d'argent réputées noircir à la lumière. Il l'appela la rétine, en hommage à Basile Dupré. Ce négatif ne put cependant pas être conservé faute d'une astuce pour enrayer l'action de la lumière. Ce premier échec mit Nicéphore au désespoir, mais la présence fidèle de son épouse et l'enthousiasme de Claude lui redonnèrent courage. Quelques mois plus tard, Nicéphore connut son premier succès, lorsqu'il eut l'idée d'exploiter les qualités du bitume de Judée. Ce substrat, combiné avec des eaux fortes, lui permit d'obtenir des images en relief sur des plaques de métal, puis il délaissa la gravure pour se pencher sur les propriétés des pierres lithographiques. Durant toutes ces années, à aucun moment il ne recroisa Basile Dupré. Il eut beau sillonner les routes de sa campagne bourguignonne sur un vélocipède de son invention, jamais il ne put retrouver la trace du mystérieux petit bonhomme à moustache. Le jour où il pérennisa un point de vue sur étain non gravé, Nicéphore estima qu'il avait rempli sa part du contrat. Cette image positive, qui avait nécessité 5 jours de pause, reproduisait fidèlement la vue de sa fenêtre, telle qu'elle lui était apparue jadis dans la boîte noire de Basile Dupré. Elle peut d'ailleurs toujours être admirée au musée qui lui fut plus tard dédié à Chalon-sur-Saône. Mais à ce stade de l'histoire, il ignorait bien évidemment le sort qui lui serait réservé. Ce succès lui insuffla un regain d'espoir. Parti rejoindre son frère, qui se mourait à Londres, Nicéphore en profita pour tenter de convaincre la Société royale de l'intérêt de son procédé héliographique, en vain. Revenu en France, il se jeta avec acharnement dans les essais qui permettraient d'améliorer encore ses résultats, en s'associant avec des artisans de la capitale. Madame Niepce le quitta peu de temps après, sans avoir jamais revu la flamme qui avait jadis fait pétiller son œil cerclé d'or, mais avec le sentiment du devoir accompli. Quant à Basile Dupré, il demeura obstinément invisible, à tel point que Nicéphore douta de l'avoir jamais rencontré. L'âge venant, il en oublia jusqu'à la lentille du bonheur qui avait animé avec tant de ferveur sa soif de découverte. Les jours de mélancolie, il lui arrivait même de songer qu'il était peut-être passé à côté de l'essentiel dans sa vie. Sa mort survint brutalement, un mois de juillet, sans qu'aucune reconnaissance officielle ne lui fût accordée pour ses nombreuses inventions. Son ami Daguerre, revenu de toute urgence de Paris, prit un cliché de lui avant sa mise en bière. Sur ce cliché apparaissait au milieu des proches un personnage des plus saugrenus. Un petit homme bedonnant, en redingote, qu'aucun témoin présent n'avait pourtant aperçu lors de la cérémonie. On conclut à un artefact dû à une mauvaise manipulation. Ce qui est certain, c'est qu'on retrouva par la suite un monocle de la plus exquise facture posé sur l'œil droit du défunt. On supposa que cet objet avait appartenu au pauvre homme. Aussi fut-il enterré avec. Le visiteur entrevu sur le daguerréotype n'était autre, bien entendu, que Basile Dupré. De son vrai nom, Alister Alchimister Adamontarius. Basile Dupré était employé au département des études occultes mirifiques au ministère des Songes. À dire vrai, il ne devait sa présence tardive en ces lieux et en cet instant qu'à un concours de circonstances indépendant de sa volonté. Ayant été retenu à son bureau par Esmeraldine Elfederel, une consoeur nouvellement arrivée au ministère, guidée par un instinct de teigne, cette redoutable chimériste avait insisté pour vérifier il ne savait quel principe concernant la palpabilité des illusions, alors même qu'il s'apprêtait à quitter son bureau pour rejoindre son collaborateur humain. Il est vrai que la tendance naturelle d'Alister Alchimister à égrener des idées subversives lui avait déjà valu maints avertissements de la part de ses supérieurs. Et il n'était pas exclu que mademoiselle Elfederel eût été embauchée à seule fin de surveiller ses allées et venues. Toujours est-il que l'insistance de la chimériste avait obligé Alister à décaler son escapade d'une bonne demi-heure, tant elfique. Aussitôt libéré de ses obligations, il avait cavalé comme un diable pour bondir sur le premier escargot venu. Tout cet empressement ne fut malheureusement pas récompensé, car lorsqu'il arriva au manoir de Saint-Loup de Varennes, il était bel et bien trop tard. Notre homme s'en retourna donc les mains vides. C'est le cœur lourd qu'il regagna le département des études occultes et mirifiques. La disparition de Nicéphore Niepce l'avait plongé dans une humeur chagrine.
Cette propension de l'espèce humaine à dénigrer son prochain le plongeait à chaque fois dans une neurasthénie récidivante. Pour autant, il avait jugé opportun de léguer sa miraculeuse lentille à M. Niepce, en souvenir de leur collaboration, avec l'espoir que cela puisse le consoler dans l'au-delà. Alistair Alchimister passa le reste de sa journée à ruminer sa méchante humeur, assis sur une souche qui lui servait de pupitre. Ni les jeux de lumière qui tombaient comme une pluie ralentie sur le tapis de mousse, ni la contredanse gracieuse des abeilles dans le fol été, ni même les mille et une risettes de la rosée du matin d'automne ou le bal floconneux du blanc d'hiver ne réussirent à le dérider. Il ne remarqua pas non plus les révolutions de la lune et du soleil, ni celles des étoiles dans le ciel. Les saisons se suivirent et il sortit de sa torpeur qu'en fin de bel après-midi, alors que les flammes ocre et rouges d'un nouvel automne faisaient valser les feuilles dans les sous-bois. Une idée parfaitement attrayante venait d'effleurer son esprit, lui faisant oublier ses dernières déconvenues. Il songeait en effet à son monocle, emprisonné dans le cercueil avec Nicéphore et par voie de conséquence totalement inutilisable. Un gâchis, tout compte fait. À moins de pouvoir établir une copie conforme, Alistair Alchimister ne voyait pas comment réparer cet excessif élan de générosité. Or, si, en vertu de la dualité des particules lumineuses qui composaient ce que l'on appelait communément la lumière, ce monocle supposément enfermé se trouvait, dans le même temps, en un tout autre endroit. Par exemple, ici même entre ses mains. Après tout, qui eût pu certifier, à moins de l'avoir mesuré de manière rigoureuse, que l'objet se trouvait toujours à l'endroit où on l'avait laissé ? D'un point de vue purement théorique, une boîte hermétiquement close pouvait receler du plein, du vide, ou un mélange subtil des deux. Bien entendu, pour qu'un tel paradoxe soit rendu possible, il fallait au préalable avoir mis au point un arsenal théorique, qui restait à déterminer. Revigoré par cette idée divertissante à tout point de vue, Alistair Alchimister Adamentarius se secoua, épousta son costume, rajusta ses manchettes, et avec un de circonstance, se mit en quête d'un escargot. Malheureusement, aucun gastéropode n'accepta de lui servir de monture en cette période de l'année où il fallait, avant tout, penser à se mettre au chaud. C'est donc un canard sauvage qui lui servit de véhicule, et c'est ainsi que notre homme se retrouva, à 1000 lieues de son ministère, en une ville fort densément peuplée, appelée Vienne. Le colvert le déposa sur l'appui d'une fenêtre, dans une ruelle tranquille, à l'abri des rumeurs infernales de cette cité qui semblait ne jamais vouloir ni souffler ni dormir. Alistair Alchimister se faufila, comme un lutin, vers l'intérieur et se retrouva dans ce qui paraissait être une chambre d'enfant. Là, un garçonnet en culotte courte jouait sur le tapis avec un chat. Avec ses jolies boucles brunes tombant sur son large front et ses joues rebondies, il était encore à un âge où aucune raison ne s'oppose aux chimères. Un sujet idéal en quelque sorte. L'essentiel dans cette affaire était de lui proposer une devinette suffisamment amusante pour qu'elle accapare toute sa passion enfantine, tout en le guidant vers l'objet qui l'intéressait. Une mécanique délicate, mais bien connue au ministère des Songes. « Bonjour, cher enfant », annonça Alistair en bombant le torse. Le chat le lorgna d'un œil mauvais, mais le garçon parut ravi de cette intrusion inopinée dans ses jeux solitaires. « Bonjour, cher monsieur », répondit-il avec beaucoup de sérieux. Alistair Alchimister se présenta, et le garçon lui dit s'appeler Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Un nom impossible à retenir, se dit Alistair en aparté, mais qu'importe. Faisant appel à tout son art de chimériste accumulé pendant ses années de service au département des affaires occultes et mirifiques, Alistair imagina une énigme apte à piquer la curiosité du jeune humain à partir d'une situation paradoxale, où il était aussi question d'une boîte noire. Et, avisant le félin qui avait l'air bien trop intéressé à son goût, il précisa « Une boîte noire où, à tout hasard, l'on aurait enfermé un chat ».